Merci de m'accueillir aujourd'hui. Sujet important que le retour à domicile d'un proche, surtout quand on est son aidant. Donc moi, je suis Claudie Culac de la Compagnie des aidants. Je vais vous expliquer ce qu'on a créé dans quelques slides. En attendant, eh bien, je voudrais vous parler des aidants. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, si vous connaissez le rôle primordial de l'aidant ou pas. Bon, alors, j'y vais. Vous savez qu'en France, c'est 11 millions de personnes qui accompagnent un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. C'est 125 millions en Europe. Nous, on a rejoint une association européenne qui s'appelle Eurocarer, qui justement travaille sur ce lourd sujet de l'accompagnement d'un proche fragilisé. Et les chiffres sont très intéressants dès lors qu'on s'y intéresse un peu. On va voir par exemple que c'est une majorité de femmes, ce qui ne nous étonnera pas, qui ont une moyenne d'âge en fait de 52 ans. Même s'il y a beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui sont aidants qu'il n'y a encore 3 ou 4 ans. Et d'ailleurs, les chiffres vont montrer de plus en plus d'hommes auprès de leurs parents âgés ou en situation de maladie chronique, par exemple. 53% d'entre eux occupent un emploi. 80% des soins sont prodigués par les aidants, même si, bien évidemment, il y a des professionnels autour d'eux. On sait très bien qu'à un moment ou à un autre, les proches sont amenés à faire des soins du corps ou des soins un peu plus techniques. Enfin, 8 salariés sur 10 ont modifié leurs horaires de travail. Ça vous donne l'importance du rôle de l'aidant et de son implication. Alors, encore des chiffres, mais ces chiffres sont essentiels pour comprendre la problématique. Parce que très vite, en fait, comme on a vu précédemment, 53% occupent un emploi, on va voir comme concilier vie privée et vie professionnelle devient très difficile. Donc 48% d'entre eux affirment avoir une maladie chronique. Moi, par exemple, je connais des femmes qui prennent le train le vendredi soir pour aller s'occuper de leurs proches, qui rentrent le dimanche soir, qui retournent au boulot le lundi et qui ne se sont pas reposées parce qu'en fait, elles ont une deux maisons quoi, dont elles s'occupent. Donc 2 maisons, ça veut dire 2 fois des papiers administratifs, 2 fois des complications, etc. Avec bien évidemment la culpabilité, le stress. Et donc, quand je vous parle de ces femmes qui prennent le train, eh bien, on voit un chiffre qui est que la distance moyenne entre un aidant et son aidé est de 226 km. Moi, vous prenez ma sœur, elle habite à Toulouse. Notre père, il est Alzheimer à Paris. Eh bien... c'est des complications. Dès qu'il y a un problème avec papa, il faut prendre l'avion, c'est un coût, c'est de la fatigue, c'est de l'organisation, etc. Mais la réalité aujourd'hui, elle est celle-là, c'est qu'on ne vit pas automatiquement sur le même territoire que son proche. Et plus ça va aller, pire ce sera. Puisqu'on constate que les personnes âgées qui prennent leur retraite quittent la région parisienne, par exemple, pour retourner sur leur territoire, là où ils ont une maison, une résidence secondaire, où ils ont de la famille. Donc, c'est un élément à intégrer cet éloignement, en fait. On sait aussi qu'il y a 3000 personnes qui entrent en grande dépendance chaque année. Il n'y a pas 3000 chambres d'EHPAD qui ouvrent. Donc, le domicile devient un lieu irremplaçable et important pour le bien-être des proches. Bon, moi, il y a une chose que j'aime, c'est quand même la première motivation des aidants, c'est l'affection, c'est l'amour qu'on porte à son proche. Mais c'est pas parce que c'est dans notre ADN que ça doit devenir une charge ressentie. Enfin, pour bien comprendre l'importance des aidants proches, il y a un chiffre, c'est 164 milliards d'euros que l'État n'a pas besoin de financer, qui représente la solidarité familiale. C'est le temps qu'on passe en fait avec nos proches à faire toutes ces tâches.
c'est-à-dire les courses, le ménage, tout ce qui est l'organisation autour de lui. Mais quelle est la place de l'aidant proche dans le parcours de soins? Alors déjà, il y a l'annonce de diagnostic. Là, ça vous tombe dessus. Si vous n'êtes pas accompagné pour comprendre la pathologie, eh bien, je vous dis bon courage. Vous allez sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi. Donc, il est très très important d'accompagner en fait le proche aidant pour qu'il comprenne quelle est la pathologie et quelle va être son implication dans la coordination autour du patient, dans la gestion des rendez-vous médicaux. Alors ça, bon, il y a tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu, par exemple, des feuilles mises dans la poche du manteau de ma tante pour m'indiquer le prochain rendez-vous. Et ben, quand elle est rentrée au domicile, j'ai pas été regardée dans la poche du manteau. Donc, du coup, ça complique forcément dans l'organisation, dans la prise en charge, et puis ça fait perdre du temps aux professionnels de santé. Il faut absolument comprendre aussi son rôle et son implication dans le projet de soins. Il est essentiel. Et puis à la sortie de l'hospitalisation, la gestion des ordonnances, son rôle dans la prise des médicaments du proche, et puis bien évidemment l'accompagnement de fin de vie qui peut être très douloureux en fait pour les familles. Heureusement, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place et qui permettent justement aux familles de se sentir entourées, on va dire, moins seules, moins isolées. Mais qui prend soin en fait de l'aidant dans tout ça? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un aidant actif s'arrête 16 jours de plus qu'un collègue non actif, qu'il ressent un stress particulier, qu'il est très vite épuisé et qu'il a des troubles dépressifs. 48% d'entre eux affirment avoir une maladie chronique. Or, un aidant en bonne santé, c'est un gage de qualité de vie pour la personne fragilisée. Donc nous, on est en train de militer à quand la visite médicale annuelle pour l'aidant, puisque quand la personne fragilisée est prise en charge par l'équipe soignante, on identifie tout de suite la personne référente. Donc la personne référente, peut-être est-ce l'aidant. Et ça vaudrait le coup, à ce moment-là, de s'intéresser à sa santé. Et puis bien évidemment, il y a la formation. Il y a la formation et on voit pas mal d'associations aujourd'hui qui développent des formations, entre autres sur les pathologies, parce que plus l'aidant sera formé et mieux il pourra jouer son rôle. Parce que ne nous y trompons pas, le retour à domicile est possible s'il y a un aidant proche, un aidant professionnel et de la techno. Il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, on peut pas, une personne ne peut pas retourner à domicile s'il n'y a pas du monde autour pour remplir le frigidaire, pour gérer son quotidien. Et du coup, nous, on insiste beaucoup. Et la maison connectée, c'est vraiment l'avenir aussi du retour à domicile dans les bonnes conditions. En plus, ce retour à domicile, il peut vite devenir compliqué parce que le proche est fragilisé, sa santé est, est compromise. Donc, et tout ça, ça se passe souvent dans l'urgence. Et nous, ce qu'on a constaté, en plus de tout ça, c'est que les personnes sortent souvent le vendredi. Donc, la gestion du week-end, c'est pas toujours évident pour les aidants. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve fils à aux urgences, parce que faire avec son proche en sortie d'hospitalisation? Et puis, en ce qui concerne l'importance de l'aidant proche, c'est lui qui va gérer toutes les questions administratives, juridiques, qui va devoir s'informer pour équiper, pour aménager le domicile,
pour peut-être louer du matériel, un lit médicalisé, etc. Donc il est nécessaire et impératif de l'impliquer et de l'aider et de l'accompagner. Heureusement, les assistantes sociales dans les hôpitaux font un travail remarquable auprès des familles. Ce qui est important, c'est de comprendre en fait l'écosystème de la personne fragilisée. Alors, on a fait ce petit schéma. J'aurais dû inverser le 1 et le 2, je m'en excuse. C'est après en relisant. Donc, si on prend la personne à aider, on voit tout de suite qu'il faut comprendre son contexte socio-familial. Est-ce qu'elle est isolée ou pas? Où vit sa famille? Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'elle a des voisins? Est-ce qu'elle vit dans un immeuble? Est-ce qu'elle vit dans un pavillon? Puis ensuite, il faut avoir une concertation avec la famille, parce que c'est important qu'ils comprennent bien ce qui s'est passé à l'hôpital, ce qui va se passer à la sortie de l'hospitalisation, etc. Donc ça, c'est, on va dire, la concertation aussi donc avec le corps médical. On va faire un point administratif, qui est absolument nécessaire. Vérifier aussi quels sont les services qui peuvent être mis en place. Et puis vérifier bien évidemment quels sont ses moyens financiers pour assumer en fait ensuite son retour à domicile, la venue de professionnels. Et puis enfin, le dernier point, c'est bien évidemment l'aménagement du domicile. Et plus ce sera, et plus il faudra y penser, puisque on voit bien que les personnes sortent assez rapidement de l'hôpital, qu'ensuite il y a des professionnels qui vont venir au domicile, et que du coup ce domicile ne doit pas seulement être adapté pour la personne fragilisée et sa famille, mais également pour les professionnels qui vont devoir faire des soins, qui vont devoir circuler dans le logement. Donc tout ce qui va être de l'aménagement, du bien-être de la personne fragilisée doit aussi être pensé pour les professionnels qui vont circuler dans le domicile afin que celui-ci soit parfaitement adapté et que ce personnel puisse y travailler. Alors, je pense que vous êtes tous des professionnels ou ici, ou vous êtes professionnels, etc. Donc, s'il y a de ça, tout ça, c'est je vais pas m'étendre sur ce sujet. Mais bon, comme on ne sait jamais vraiment quel public on a, on est bien obligé de tout balayer. Donc tout ça, on va dire, vous connaissez. Donc moi, je vais vous raconter un peu qui nous sommes. Comme ça, vous verrez. Donc, alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit temps questions-réponses et puis on passe à autre chose, ou pour l'instant ça va? Parce que on est entre nous, hein, donc faut se parler, hein. Oui. Ah ben voilà. Ah, merci. Bonjour. Moi, j'avais une question sur le fait que ce soit de plus en plus les hommes qui soient aidants. Comment vous l'expliquez, en fait? Eh bien, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. C'est qu'avec les divorces, beaucoup d'hommes se retrouvent sans épouse ou avec une jeune épouse qui n'a pas du tout envie de s'occuper des beaux-parents. D'accord? Parce qu'elle ne peut pas pousser la poussette avec le bébé et le fauteuil roulant des parents. Non, alors là, c'est une blague, hein. Mais en tous les cas, c'est une réalité. Le problème des divorces, des familles monoparentales et de ces messieurs qui sont obligés à nouveau de s'occuper de leurs parents, puisque traditionnellement, c'était l'épouse qui s'occupait aussi bien de ses parents que de ses beaux-parents. Alors, les femmes sont quand même formidables, parce que quand on fait le salon des services à la personne, par exemple, on a beaucoup qui nous disent « Ah, mais moi, je suis divorcée, mais je continue à m'occuper de mes beaux-parents, parce que ce sont les grands-parents de mes enfants et que je ne les laisse pas tomber. » Bonjour, Guillaume Rall, je suis kinésithérapeute et je suis étudiant à l'EHESP, et à ce titre, je voulais vous remercier parce que vous avez fait partie
d'une enquête sur les aidants et je faisais partie de ce groupe-là, donc vous avez rencontré une de mes collègues, donc merci à vous. Et c'est vrai que c'était super intéressant pour se rendre compte comment une activité qui était d'abord, on va dire, confinée au domaine privé est devenue un véritable enjeu de société quand on voit le nombre de personnes qui sont touchées. Alors ma question, elle est peut-être un petit peu taboue. On se rend compte qu'il y a quand même une certaine sectorialité entre le secteur du handicap, le secteur de la vieillesse, avec des prestations qui sont totalement différentes, des populations qui sont considérées de manière totalement différente. Donc, à votre avis, quels sont les leviers à faire sauter, on va dire, pour considérer le thème des aidants comme une thématique transversale et pas uniquement sectorielle? C'est super ça. Ben justement, nous on essaie de faire comprendre au pouvoir public qu'il faut arrêter de cloisonner, parce que Design for All, c'est enfin, je veux dire, on en parle depuis 40 ans. Donc, les personnes âgées, les personnes handicapées, en situation de handicap, pardon, il faut que je parle correctement, peuvent avoir les mêmes besoins. Donc les aidants, aidant un jour, aidant toujours, hein, comme je dis. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver durant toute votre vie avec un proche malade, un proche qui a un accident, qui se retrouve en situation de handicap, et bien évidemment, vous devrez demain gérer vos parents âgés. Donc l'aidant, il est la clé en fait du succès, du bien-être de toutes ces populations. Alors les kinés sont pour nous essentiels, hein, et surtout les kinés qui se déplacent à domicile, hein. D'accord. Parce qu'on en cherche, vous savez, il y en a, mais où sont-ils? Sur certains territoires, on aimerait qu'ils soient plus nombreux, parce que vous êtes vraiment indispensables auprès de nos proches fragilisés, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, hein. Vraiment. Et le domicile, c'est aussi très sympa parce que on crée un lien avec la famille. On est obligé aussi de prendre en compte l'aidant à ce moment-là. Parce que le kiné qui vient au domicile, par exemple, qui s'occupe de la personne fragilisée, peut aussi s'intéresser à l'aidant. Moi, j'ai fait rigoler beaucoup de monde parce que je dis que j'ai un tata elbow, vous voyez. Bah oui, j'avais une tante qui s'accrochait à mon bras, elle était en situation de handicap. Il y avait des moments où j'avais super douleur ici. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais c'est vrai qu'on y travaille. Moi, je fais partie de pas mal de réseaux sur le sujet des aidants et on essaie de décloisonner, c'est difficile, hein. Marie-Emmanuelle Lomain, ergothérapeute. Et je travaille notamment dans un SIAD à Clermont-Ferrand. Et c'est vrai que de plus en plus, vu la bousculade à la sortie de l'hôpital, il y a j'ai l'impression de plus en plus souvent des relais par l'HAD. Et après, dans un deuxième temps, on prend le relais parce que du coup, tout est déjà en partie installé. Après, on fait le tri et on... Voilà. Enfin... Alors les ergothérapeutes, nous, si je prends mon cas perso, quand ma tante est sortie de l'hôpital, j'ai eu un entretien avec l'ergothérapeute qui m'a donné des préconisations pour équiper le domicile. Alors je vous parle de ça il y a presque 10 ans, donc il n'y avait pas d'ergothérapeute qui venait au domicile malheureusement. Donc je me suis un peu débrouillée seule avec bon sens pour équiper le domicile. J'aurais certainement pu faire mieux. Je pense que vous êtes indispensable dans le retour à domicile, et surtout avant que l'HAD n'intervienne, et qu'il faut absolument considérer votre rôle comme primordial pour un bon retour à domicile. Ah mais non, mais c'est clair. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que les aidants, il y a aussi les professionnels, et il n'est pas question que les professionnels se fassent mal en fait en exerçant leur travail dans des chambres trop exiguës, etc., hein. Bon, alors on va passer à la deuxième partie. Bonjour messieurs. Alors qui sommes-nous? En fait, nous on a créé une plateforme digitale avec donc qui s'appelle la Compagnie des aidants, avec une partie qui est publique et une partie qui est privée. Dans cette partie publique, on a le guide de l'aidant qui donne des informations extrêmement pratiques et concrètes. Voilà. On a un flux d'actu qui provient de H-Village. Et on a un numéro d'appel qui est ici avec des conseils et des solutions en partenariat avec Intermutuelle Assistance, qui est un assisteur avec une plateforme médico-sociale, avec des assistantes sociales,
psychologue, médecin. Alors pourquoi on a rajouté cette fonctionnalité ? Anne et moi, on a fini, Anne c'est ma collaboratrice, on a fini par créer du lien en fait avec nos adhérents et ils nous appelaient pour nous poser des questions auxquelles nous ne savions pas répondre parce qu'on n'est pas des professionnels du médico-social. Donc on s'est dit, alors là c'est pas possible, on va aller à la catastrophe, donc il faut faire quelque chose. Donc on s'est rapproché de cette plateforme médico-sociale parce qu'en fait les aidants, c'est bien, ils vont sur des sites internet, ils lisent un tas d'informations, mais à chaque aidant il y a une réponse individuelle à avoir. C'est très difficile de dire, bon, voilà, c'est très simple, tu fais comme ça, petit A, petit B, petit C. Ils ont besoin à un moment d'avoir à leur écoute un professionnel qui va leur donner les informations dont ils ont besoin dans la prise en charge. Et puis aussi, ils vont rencontrer, comme on l'a vu tout à l'heure, des difficultés d'ordre psychologique, avec cette charge ressentie dont on parle souvent, même si c'est un grand bonheur d'accompagner son proche. Donc là, il y a des psychologues qui peuvent en fait prendre en charge la personne. Donc pour nous, c'est essentiel d'avoir une réponse individuelle et de pouvoir les accompagner et les soutenir. Donc on s'inscrit en ligne ou on s'inscrit par l'intermédiaire d'un partenaire qui va offrir l'adhésion aux aidants qu'il a identifiés. Donc dans la partie en fait privée, on a un annuaire des bénévoles parce que en fait, on est en train de créer de la solidarité de proximité avec des gens qui ont envie de s'engager de façon différente. On est en train de créer des nouvelles formes de bénévolat. Pourquoi ? Parce que les jeunes, par exemple, vous avez envie. 47% d'entre vous ont témoigné en disant qu'ils voulaient faire du bénévolat, mais plus du bénévolat à la grand-papa. C'est quand on veut, quand on peut. C'est des petites missions ponctuelles. Et nous, le digital, ça permet ça en fait. Ça permet de pouvoir répondre aux besoins de personnes à un instant T sans s'engager sur la durée et de façon contraignante. Donc l'annuaire des aidants, c'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, 226 km séparent en moyenne les dents de son proche. Si vous rajoutez que 83% d'entre eux ne font pas appel aux structures de proximité. On a fait le salon des seniors, on était les agents des CCAS. Systématiquement, on expliquait, êtes-vous allé au CCAS? Mais c'est quoi le CCAS? Et voilà. Donc l'idée, c'est que, en fait, entre eux, ils puissent échanger des informations très pratiques sur le territoire de leurs proches. Donc, ils échangent par mail en disant moi j'ai mis ça en place, le kiné qui se déplace à domicile, la bonne infirmière, le médecin, le service à la personne, etc. Tout ce qui va leur faciliter la vie dans l'organisation du domicile et bien sûr dans le retour à domicile. Enfin, on a créé une bourse d'échange parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de matériel qui, après utilisation, était jeté alors qu'il pouvait servir. On sait que tout ce matériel, il est utilisé en moyenne 3 ans, alors qu'il a 9 ans de durée de vie. Donc pourquoi ne pas le réutiliser, Donc on a fait un mini bon coin, si vous voulez, en disant, voilà, vous n'avez plus besoin de votre déambulateur, vous n'avez plus besoin de ceci, cela, bien, entre vous, vous pouvez revaloriser ce matériel. Alors, on a aussi une application mobile avec les informations. Alors, je vais vous donner un exemple super concret. Vous avez vu tout à l'heure, les aidants, c'est 53% d'actifs. Alors, imaginez-vous, vous êtes, ça m'est arrivé, en réunion, votre téléphone sonne et on vous dit, voilà, votre proche est aux urgences. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les médicaments qu'il prend ? Moi, j'étais incapable de répondre. Donc, ça veut dire quoi? Vous prenez votre voiture, vous partez au domicile de votre proche, vous prenez son dossier santé, vous allez à l'hôpital, vous avez perdu une demi-journée. Donc, bien sûr, vous avez quitté votre réunion précipitamment. Donc, on vous a regardé avec des gros yeux, donc vous êtes hyper mal. Alors que si vous avez cette appli sur vous, vous pouvez rentrer les informations concernant votre proche. Donc, quels sont les médicaments? Vous avez la date de renouvellement des ordonnances, parce que moi je gérais jusqu'à 6 ordonnances, donc il y a un moment on ne sait plus. Donc du coup, vous pouvez répondre aux professionnels de santé qui vous posent les questions. Vous pouvez aller regarder votre planning et vous dire « Ah bah tiens, il y a le kiné qui devait passer aujourd'hui, je vais l'appeler. »
parce que c'est pas la peine qu'ils se déplacent. Donc vous allez dans votre annuaire. Et puis bon, le budget de fonctionnement, c'est parce que c'est très difficile de parler d'argent avec un proche. Donc c'est un moyen d'aborder ce sujet-là. Alors pourquoi on est aussi ici sur ce salon et pourquoi c'est important pour nous d'être là, c'est que en fait les familles ne connaissent pas les solutions qui leur sont proposées par les professionnels. C'est incroyable de voir par exemple comme la téléassistance est peu utilisée par nos proches. Donc l'idée en fait c'est de créer une boîte à outils où les aidants vont pouvoir trouver toutes les solutions, les services qui leur sont proposés pour sécuriser, équiper le domicile. Alors, nous, on est très rigoureux sur le choix des structures qui nous rejoignent et tous ont signé notre charte déontologique parce que, bien évidemment, on s'assure que la prestation, qu'ils ont les moyens de réaliser les services et prestations qu'ils proposent. Qu'il y a bien sûr le respect du parcours client, qu'il y a un service après-vente, enfin tout ce qui est mis en place par des professionnels rigoureux. Donc là, vous voyez un certain nombre de solutions, comme le dentiste, l'opticien qui se déplace à domicile, la téléassistance, mais on a de nouveaux partenaires qui sont rentrés là dernièrement et qui vont comme ça permettre à l'aidant de connaître toutes ces solutions qui vont lui faciliter la vie. Donc, bon ben voilà, ça c'est un peu toutes les structures avec lesquelles nous travaillons. Et là, mes coordonnées. Donc nous, on est sur le stand S50 par là, à gauche. Donc si vous avez besoin de nous rencontrer, d'échanger avec nous, on est à votre disposition. Je vais revenir sur ce slide et puis répondre à vos questions si vous le souhaitez.